Bien, bonjour tout le monde. Donc voici donc une première présentation pour présenter un premier exemple de la situation des coûts d'irrigation en France et plus particulièrement dans le sud-ouest. Donc ma présentation va être organisée en 4 points. Donc premièrement, je vais présenter le contexte de l'aménagement hydraulique présent dans le sud-ouest de la France. Dans un second temps, je vais passer en revue les différentes composantes du coût du service de l'eau. Ensuite, on va se poser la question de la répartition de la prise en charge de ces coûts. Et enfin, on va essayer d'évoquer quelques éléments par rapport à des évolutions récentes sur la question de l'optimisation des charges d'irrigation et de leur financement. La région qui nous intéresse est le sud-ouest. Plus particulièrement, je me suis concentré sur un périmètre bien précis que l'on appelle le système Nest. On va voir très vite dans la présentation que l'importance de la dimension du territoire est cruciale, à la fois par rapport aux contraintes que cela peut représenter par rapport à l'accès à l'eau, mais aussi par rapport à la réglementation, aux possibilités de financement. Donc là, le système Nest est une région dans le sud-ouest qui est à l'ouest de la Garonne, entouré par le cercle, et qui est constitué par un ensemble de bassins versants élémentaires, des rivières qui prennent leur source au pied du plateau de Lannemezan, et qui présente une particularité, c'est qu'en fait il s'agit de rivières qui ont des débits très faibles en été, du fait d'un bassin versant très réduit. Et compte tenu de ce fait, dès le 19e siècle, a été envisagé de construire un ouvrage de réalimentation de ces rivières à partir d'un affluent du fleuve Garonne qui, lui, disposait d'un volume important. Donc ce canal qui a été construit sous Napoléon III est un canal qui est tout à fait à l'amont, va permettre de réalimenter les rivières pratiquement à leur source. Donc on est dans un système où l'accès à la ressource est sécurisé, renforcé par la création d'ouvrages de mobilisation de la ressource. Donc d'abord un canal adducteur, qui dérive les eaux de la rivière Nest. Ensuite, sur la partie montagne à l'amont, c'est la chaîne des Pyrénées qui sépare la France de l'Espagne, ont été construits des grands barrages à l'origine pour la production d'hydroélectricité. Certains peuvent réalimenter la rivière Nest, et donc ce sont des réserves qui peuvent être aussi mobilisées pour transférer le débit dans le canal et contribuer à la réalimentation des rivières de Gascogne. Ensuite, on a également comme autre ouvrage des réserves en plaine, des réservoirs qui ont été construits cette fois-ci à l'aval du canal et qui pourront servir également de stockage. En étant ces réserves étant réalimentées par les rivières, directement par les rivières. Et enfin, au sein de ce système, on peut avoir des petits réservoirs collinaires répartis sur les petits bassins versants latéraux qui, eux, vont être réalimentés par la pluviométrie, par les apports naturels, et vont capter une partie du ruissellement. Donc voici le fameux canal construit sous Napoléon III, environ 40 km de longueur et une capacité en débit de l'ordre de 15 mètres cubes seconde. Donc voilà une autre diapo pour schématiser le système. Le canal à l'amont, les réserves de montagne mobilisables, les barrages EDF, à l'aval du canal, des barrages réalimentés par les rivières. Et cette possibilité de renforcer le débit dans les rivières avec du pompage direct à partir des cours d'eau.
Et enfin, donc, l'existence de petits collinaires répartis dans les interfluves. Alors, pour donner une idée un peu voilà un exemple de bilan établi à l'échelle du système. En fait, en séparant deux périodes, la période d'été qui correspond en fait à la période d'irrigation de juin à septembre, on voit que on a un potentiel global de réserves mobilisables sur l'année qui est en l'occurrence pratiquement de 112 millions de mètres cubes. Et sur ces 112 millions de mètres cubes, il y a 48 millions qui correspondent à un volume qui peut être prélevé sur les réserves de montagne gérées par EDF. Donc il y a une convention qui donc définit très précisément le volume mobilisable. Bon, on s'aperçoit par exemple que lors de l'été 2005, qui était une année assez sèche finalement, donc le système a été réalimenté pour un volume équivalent à pratiquement 143 millions de mètres cubes. Et sur ces 143, donc 75 millions proviennent de déstockage. Donc on voit que la moitié donc, de la réalimentation provient de déstockage de barrages et l'autre moitié provient du débit naturel de la rivière Nest qui est dérivé par le canal. Et les prélèvements agricoles dans le système apparaissent avec un prélèvement à partir donc, des rivières de 65 millions de mètres cubes. Alors pour mémoire, bon, il y a un peu de prélèvement, on va dire, d'eau potable, 3,5 millions de mètres cubes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le soutien de la salubrité. On voit apparaître 74 millions de mètres cubes. Donc en fait, là, il s'agit de l'objectif environnemental. Donc, chaque rivière de Gascogne a un objectif qui est défini en termes de débit, un débit objectif environnemental qu'il faut essayer de satisfaire au moins 4 années sur 5. Et on constate donc que le système permet également d'apporter en fait du débit pour permettre le respect du DOE. Bon, ensuite, sur la partie inférieure, on a le bilan sur la partie octobre-février. Alors, février, c'est la période jusqu'à laquelle on réalimente les rivières. À partir du mois de mars jusqu'au mois de mai, on a un débit naturel suffisant du fait de la pluviométrie et plus tard de la fonte de la neige qui évite en fait de devoir réalimenter le système. Et donc on s'aperçoit que sur cette période octobre-février, on a également fait du déstockage. On a déstocké presque 28 millions de mètres cubes pour réalimenter le système sur la période d'octobre-février. Bon, par contre, sur cette période-là, on n'a pas effectivement de prélèvement agricole. Bon, donc là, un autre tableau qui va nous donner quelques éléments donc, pour dimensionner la partie irrigation. Donc, d'abord, la réalimentation moyenne apportée par le système dans le bassin, donc c'est environ 6,5 mètres cubes seconde, soit l'équivalent environ de 200 millions de mètres cubes. 200 millions de mètres cubes qui sont apportés en réalimentation de rivières. Donc 60% de cette réalimentation, en fait, plus de la moitié sert à soutenir le débit de salubrité. Et oui, alors j'ai mis 50%, en fait c'est 40% de la 50% de la réalimentation a pour origine en fait les déstockages. Donc sur les 200 millions de réalimentation, 100 millions proviennent des barrages. Donc c'est le potentiel de déstockage des barrages. Ensuite, le tableau présente la situation en termes de surface irriguée, de nombre d'irrigants et de débit souscrit par ces irrigants. Donc, bon, pour simplifier, on va dire que sur le système, nous avons 30 mètres cubes secondes de débit souscrit par environ 3900 irrigants. Donc on le voit, ça représente une superficie irriguée de 54 000 à peu près hectares. Et ce qui est intéressant, c'est que donc par rapport au type d'irrigation, la moitié des irrigations pratiquées dans le système sont des irrigants individuels qui vont pomper directement dans les rivières à partir de leur petite installation de pompage et pouvoir irriguer donc des parcelles juste à côté de la rivière. L'autre moitié donc va être représentée par des réseaux, des périmètres collectifs d'irrigation.
Et sur ces périmètres collectifs d'irrigation, donc la moitié sont gérés directement par des associations d'irrigants. Hein. Le type d'association le plus courant, ce sont les ASA, les associations syndicales autorisées. Et l'autre moitié correspond à des périmètres qui sont gérés en concession d'État. La CACG étant le concessionnaire actuel pour ces périmètres. Bon, après ces éléments de contexte, on va rentrer maintenant plus dans l'analyse en fait des composantes du coût du service de l'eau. Alors, premier élément relatif au coût du service, bon, d'abord l'accès à la ressource à l'eau. Donc là, on est dans un système où des ouvrages ont été créés pour apporter de la ressource dans le système, donc ouvrages de réalimentation, donc un canal, des barrages. Donc pour ces ouvrages-là, on aura une composante investissement et on va le voir évidemment aussi une composante fonctionnement qui doit intégrer la partie maintenance. Bon. Pour faire fonctionner les ouvrages de réalimentation, il faut une gestion de l'offre. On a une gestion de l'offre, on a cette possibilité d'avoir des ouvrages qui vont nous permettre d'apporter l'eau au bon moment. Donc il y a une gestion de l'offre et donc là c'est un service qui va être apporté. Ensuite, la gestion de la demande. Bon, donc là, c'est également important si on veut assurer une répartition équitable de l'accès à l'eau. Donc cette gestion de la demande passe par un outil de tarification, passe par un outil en fait de contrôle des prélèvements, hein, de relever, ça suppose de mettre en place des outils de mesure de prélèvement, des compteurs, de faire le relevé de ces compteurs. Et puis aussi, pour que ça fonctionne, il faut une police des eaux. Donc tout ce volet gestion de la demande, c'est des charges annuelles, c'est du fonctionnement. Et enfin, on peut aussi évoquer le fait que, à travers l'utilisation de l'eau pour l'irrigation, on peut considérer qu'il peut y avoir un impact environnemental. Et dans le système, pour l'instant, il existe une redevance prélevée par l'agence de l'eau, dont on peut considérer qu'au moins partiellement, elle peut prendre en compte l'impact environnemental du prélèvement en eau. Bon. Ensuite, après avoir vu l'aspect accès à la ressource, maintenant on rentre dans le système irrigation. Donc là, le système irrigation, c'est, je dirais, le système qui va, à partir du prélèvement de l'eau dans la ressource, dans la rivière, va la distribuer jusqu'à la parcelle. Donc là, j'évoque le fait qu'il peut y avoir, bien sûr, il y a des stations de pompage qui vont prélever directement dans les rivières, mais sur ce territoire, on peut aussi avoir en complément des petites réserves collinaires qui vont capter une partie du ruissellement, et qui viendront compléter la ressource rivière. Ensuite, on a l'équipement de pompage. On pompe pour relever l'eau à partir de la rivière et pour mettre en pression. Donc là, investissement et fonctionnement chaque fois. Ensuite, il faut distribuer l'eau. Donc on a des conduites. Donc là, on est sur des systèmes d'irrigation sous pression, donc qui sont généralisés. Donc ça va être que des conduites en fait. Mais pour mémoire, j'évoque le fait qu'on pourrait effectivement aussi utiliser des canaux pour distribuer l'eau. Bon. Ensuite, pour l'arrosage à la parcelle, il faut un équipement d'irrigation à la parcelle, donc investissement, fonctionnement. Et puis, ce système d'irrigation, il faut le gérer. Et donc, il peut y avoir une gestion du système à différents niveaux. Par exemple, on peut mettre en place des services de conseil, des services de portail irrigation, d'avertissement irrigation, pour donner de l'information en temps réel aux irrigants, pour leur permettre d'optimiser les apports d'irrigation. On peut aussi avoir des services de conseil, d'assistance. Ça peut être géré au niveau d'organismes professionnels agricoles, ça peut être géré au niveau des associations d'irrigants. Donc, autour du système d'irrigation, il y a des frais de gestion pour faire fonctionner le système. Bon, donc maintenant, je vais essayer de décliner, de prendre les différentes composantes et de donner des ordres de grandeur de prix et de coûts. Alors, je commence par les réserves de stockage et le canal. Donc, en investissement, donc là, on a des barrages. Alors,
sur la partie, on va dire, piémont, sur la partie plaine, on essaye de construire des barrages en remblai, donc avec des digues qui sont faites, soit c'est du compactage d'argile, soit c'est des remblais qui sont faits en enrochement, avec des voiles d'étanchéité. Donc là, on a des coûts d'ordre de 3 euros à 8 euros le mètre cube, c'est des coûts, des ordres de grandeur de coûts actuels. Alors, en réalité, on peut aller à des coûts nettement plus élevés. Les coûts que je vous ai mis, les ordres de coûts que je vous donne, c'est des coûts réalistes qui correspondent à des projets aujourd'hui qui sont en cours d'étude ou en cours de réalisation, quoi, en fait. Et ça correspond à des réservoirs qui peuvent aller de quelques millions de mètres cubes jusqu'à 100 millions de mètres cubes. C'est des projets, je dirais, aujourd'hui qui sont envisagés ou à l'étude dans cette région du sud-ouest. Après, on peut faire des ouvrages plus complexes avec des digues en béton. Donc là, les coûts peuvent très nettement aller au-delà de 10 euros du mètre cube. Donc là, en fait, sur le coût du barrage, il faut retenir qu'on a un aspect variabilité de coût. Ça va être complètement déterminé par donc le site de stockage, la capacité du barrage. Hein, donc chaque barrage correspond à un cas bien particulier, en fait, bien précis. Alors au niveau du fonctionnement, bon, on peut avoir un coût d'entretien, un coût de télégestion. Hein, souvent aujourd'hui on équipe les barrages de systèmes d'automatisme pour pouvoir les gérer à distance. Bon, et il faut également se poser la question d'une provision de maintenance pour le maintien en l'état des investissements. Donc là, c'est vrai qu'on est sur des ouvrages, bon, l'essentiel du coût, ça va être des travaux de terrassement, du génie civil. Donc c'est des ouvrages qui sont prévus pour fonctionner sur de la très longue durée. Bon, ça peut aller au-delà d'un siècle. Bon, c'est vrai qu'en France, bon, beaucoup de barrages ont été construits avant la Seconde Guerre mondiale pour les barrages de montagne, et puis donc les barrages, ensuite on a continué à construire des barrages. Les derniers construits par la CACG datent des débuts des années 2000, donc on n'a pas un recul au-delà de la centaine d'années, mais potentiellement ces barrages peuvent durer très très longtemps, avec des coûts relativement réduits sur la partie maintien, je dirais, en état de la partie génie civil donc de l'ouvrage. Ce qui peut éventuellement coûter, c'est s'il y a des ouvrages de prise, des conduites, des systèmes de vannes, des choses de l'électromécanique. Là, sur ces aspects-là, on peut avoir du renouvellement sur des périodes plus limitées, au bout de 20 ans, 30 ans. Bon. Quoi qu'il en soit, on verra que dans le système que je vous décris, on a une redevance que l'on appelle la redevance système Nest, dont le coût, je l'ai précisé, c'est aujourd'hui 1,75 euros par mètre cube. Cette redevance va servir à prendre en compte le coût annualisé, en fait, donc aussi bien la partie gestion, entretien, maintenance, donc de ces ouvrages de réalimentation. Alors pour mémoire, bon, vous avez vu, les barrages en montagne en fait ont été construits pour un usage à l'origine, la production d'hydroélectricité. Donc ces ouvrages sont gérés aujourd'hui par EDF. Bon, donc de fait, EDF, on peut avoir la possibilité, et c'est le cas dans le sud-ouest, de vouloir utiliser la ressource de ces barrages. Et dans ce cas de figure, à ce moment-là, eh bien, il faut acheter en fait cette ressource à la société EDF, à la compagnie EDF, puisque en fait c'est elle qui en a aujourd'hui l'utilité, et donc EDF peut être amené effectivement à la proposer avec un coût, et ce coût va être variable selon les ouvrages, puisque ça dépend effectivement de la puissance donc générée par la hauteur de chute de l'ouvrage, sachant que l'approche d'EDF va être de facturer en fonction donc de son coût d'opportunité, qui est le besoin de pointe en énergie en hiver. Et par exemple, un ordre de grandeur de coût d'achat d'eau qui sont faits dans le sud-ouest, ça peut varier de 5 jusqu'à 10 centimes d'euros le mètre cube, les achats de volume à EDF.
Bon, sachez cependant que les 48 millions de mètres cubes qui sont disponibles pour le système Nest, ceux-là sont mis à disposition sans coût, parce qu'il s'agit d'une convention très ancienne. Hein. Bon, le système a été mis en place dans sa forme actuelle, on va dire, juste après la Seconde Guerre. Hein. Il y a eu une société qui était là, présente pour gérer le canal de la Nest, et ça a été repris par la CACG, qui a été créée en 1959. Et il y a une convention donc, qui a été définie à cette époque pour pouvoir disposer de ce volume de 48 millions de mètres cubes des réserves de haute montagne sans coût facturé. C'est l'exception. Tous les autres volumes utilisés dans le sud-ouest auprès d'EDF sont achetés à EDF. Bon, ensuite, on va passer sur la partie coût du système d'irrigation. Donc, le système d'irrigation, donc, après avoir prélevé l'eau dans la rivière, donc là, par exemple, classiquement, on va avoir une station de pompage, un réseau de distribution, un équipement d'irrigation à la parcelle. Alors, une remarque générale immédiate, c'est qu'en fait, dans la réalité, dans une unité territoriale telle qu'un bassin, un grand bassin, on va s'apercevoir qu'on va avoir une hétérogénéité de coûts d'irrigation. Alors, cela s'explique pour différentes raisons. Les conditions d'accès, de mise en œuvre de l'irrigation peuvent être très différentes d'un périmètre d'irrigation à un autre. Et aussi, ça a été dit dans l'introduction tout à l'heure, par rapport à cette irrigation, ce qui est très important, c'est la valorisation qui va en être faite et l'acceptabilité du prix. Par exemple, dans le système Nest, 70% de la surface irriguée, c'est de la grande culture, c'est du maïs en fait, hein, qui est irrigué en été, avec quelques irrigations d'appoint au printemps sur les céréales à paille. Donc là, on est sur les cultures, le système de culture qui valorise le moins bien l'irrigation, hein, les céréales destinées à la vente. Donc c'est là où on va avoir ça va être pratiqué dans les réseaux pour lesquels le coût va être le plus faible. Par contre, on peut trouver des périmètres qui servent à irriguer de l'arboriculture fruitière, hein, on a des notamment en vallée de Garonne, de la culture de fraises, des cultures de semences, et donc on peut constater qu'on peut avoir des périmètres d'irrigation avec des coûts nettement plus élevés, et d'autres techniques d'irrigation, et donc qui s'expliquent par la valorisation qui en est faite. Alors, à titre d'exemple, voici un graphique. Il faut juste constater la dispersion des points. Chaque point représente une exploitation. C'est une enquête qui avait été faite par Arvalis en 2005 sur la région vraiment qui nous intéresse. Et on voit que les charges fixes d'irrigation dans ces exploitations varient de 100 € jusqu'à 500 €. Et les charges opérationnelles, très faibles, on a des cas où on est à 15 € et on peut arriver jusqu'à 180 €. Donc une très grande dispersion de coûts hein, quand on regarde une situation. Alors là, on a un mélange d'exploitations individuelles, d'exploitations qui ont à la fois un réseau individuel, un réseau collectif, et des exploitations qui sont en réseau collectif. Alors, un autre élément aussi d'illustration, les coûts peuvent varier au fil du temps en fonction justement des pratiques d'irrigation et de la façon dont les agriculteurs vont optimiser l'outil irrigation. Et par exemple, on constate, ça c'est des données CACG, une augmentation nette des consommations unitaires, donc de l'apport d'eau à l'hectare, entre par exemple une période avant 1990, et si on compare par rapport aux années les plus récentes. Donc, sachant que cependant, on est sur la même région et sur des systèmes à majorité irrigation maïs, et on voit qu'on passe d'un niveau qui était plutôt de 2000 mètres cubes d'apport par litre seconde avant les années 90 à un niveau aujourd'hui qui est plutôt calé sur du 2500. Donc il y a donc une augmentation de 25% en fait de la consommation unitaire. Bon, donc ces remarques étant faites, voici quelques éléments de coût alors pour des équipements. Donc station de pompage, donc on est sur une mise en pression, irrigation par aspersion avec des machines telles que les enrouleurs, donc pression de service de 8 bars. Donc on va avoir
Alors, un système individuel. Donc là, le système individuel, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on s'aperçoit que, en fait, le système individuel, son développement va être limité techniquement par rapport à une distance par rapport à la rivière. C'est-à-dire qu'en fait vont être irriguées en individuel les parcelles qui sont vraiment dans le limageur des rivières, on va dire jusqu'à 400-500 mètres de distance de la rivière, ce qu'on appelle la première terrasse ou voire la deuxième terrasse, mais vraiment à proximité de la rivière. Parce que bon, il faut pouvoir accéder aux parcelles, il faut pouvoir poser les conduites, donc c'est vraiment à proximité avec des coûts d'ordre de 2000 à 3000 euros de l'hectare, ce qui va nous représenter, donc ça c'est les coûts d'investissement, des coûts annualisés hors subvention qui sont de l'ordre de 10 à 15 euros le mètre cube. Voilà. Bon, par contre, donc on se souvient, l'irrigation individuelle, c'est la moitié des prélèvements. L'autre moitié, ce sont des aménagements collectifs. Alors les aménagements collectifs, effectivement, se sont développés et principalement à partir des années 60. L'intérêt à ce moment-là, c'était de pouvoir, avec des stations plus puissantes, de pouvoir aller irriguer des parcelles plus éloignées, situées sur les versants, sur les coteaux. Alors plus éloignées aussi avec une différence d'altimétrie. On peut se retrouver à 50 mètres, 100 mètres de différence de niveau par rapport à la rivière. Donc ces périmètres collectifs, on va le voir tout à l'heure, hein, ils ont été subventionnés par des crédits publics. Et on était dans une logique de développement de l'irrigation, on va dire jusqu'à la fin des années 80. Et donc, là, il y a les coûts qui sont précisés ici, c'est des coûts sans subvention. On voit que ça revient, évidemment, c'est nettement plus cher en coût d'aménagement, donc pratiquement c'est 3 fois plus cher en fait. Mais on va constater que la subvention va faire que pour l'irrigant, pour le préleveur, il va se retrouver avec un prix au final qui sera quasiment équivalent au prix du système individuel. Et il y a une approche aussi de politique publique à cette époque qui est en fait de caler le taux de subvention pour que les prix des périmètres collectifs soient homogènes, soient identiques. Donc la CACG qui a construit de nombreux périmètres, on avait, selon les différences d'accès à l'eau, on pouvait avoir des coûts réels variables, entre 6 000 et 9 000 euros. Mais au final, on joue sur le taux de subvention pour que, pour l'irrigant, le prix de l'eau soit le même et on compense en fait les contraintes d'accès à l'eau. Donc, quand on regarde la tarification des systèmes collectifs, on va s'apercevoir qu'on a des tarifs homogènes entre réseaux par période, puisque entre les années 70 et les années 90, il y a quand même eu des évolutions dans les techniques d'irrigation. Au début, on irriguait avec de la couverture totale, la couverture intégrale. Après, on est passé aux enrouleurs et aux pivots. Donc, il y a plusieurs générations d'équipements, mais on va dire que pratiquement par décennie, on va trouver des niveaux de prix identiques. Bon, après, le matériel d'irrigation. Donc là, je donne à titre d'exemple le prix d'un enrouleur, donc prix de Réveillon, donc 1 500 euros par hectare avec un coût annualisé en fait de l'équipement qui est de l'ordre de 6 centimes d'euros par mètre cube. Bon, il y a une diversité d'équipements. On peut utiliser l'enrouleur, c'est le plus courant en grande culture. On peut utiliser des pivots, on peut utiliser alors de l'irrigation localisée quand on va faire de l'arboriculture ou du maraîchage. Bon, et ensuite des frais de fonctionnement. Là également, les frais de fonctionnement qui sont indiqués, c'est la mise en pression, le relevage de la mise en pression pour de la distribution sous pression, et là on est aussi à 6 centimes d'euros. Enfin, la gestion du système. Alors la gestion du système, bon, on a une gestion de l'offre, puisqu'on a des ouvrages de réalimentation, on a une gestion de la demande. Bon, actuellement, la gestion de la demande, donc la tarification, le suivi des compteurs, la facturation aux usagers, est réalisée par la CACG sur le système Nest. Bon. Donc notre redevance, que l'on appelle redevance système Nest, 1,75 centimes d'euros par mètre cube, couvre le prix aujourd'hui de cette gestion de l'offre et de cette gestion de la demande. On est dans une notion de grand équilibre du service de l'eau,
hein. La redevance doit permettre de couvrir le coût. Alors, on va voir, je vais parler de coût durable, hein, et puis je préciserai par rapport au coût complet. Le coût durable, c'est le coût qui permet de prendre en compte, on va dire, tous les frais de fonctionnement, et sur la partie investissement, sur les aménagements structurants, c'est uniquement la partie maintenance. Bon, sur les autres équipements, c'est le renouvellement des équipements. Alors, police des eaux, elle est indispensable, hein, donc elle est assurée par l'État. Là, j'ai pas mis effectivement d'estimation du coût de la police des eaux. C'est un vrai point d'interrogation. Mais c'est essentiel pour que le système puisse fonctionner correctement. Et enfin, l'impact environnemental, il y a une redevance de l'agence de l'eau qui est de 1 centime le mètre cube. Et cette redevance d'agence de l'eau va servir à financer le programme d'action de l'agence avec des mesures normalement agri-environnementales pour, en principe, compenser les effets négatifs éventuels de l'agriculture irriguée. Pour mémoire, j'ai mis redevance syndicale parce qu'effectivement, les irrigants peuvent se constituer en association d'irrigants pour défendre par exemple leur intérêt et ils payent une cotisation. Ça existe, donc c'est leur choix. Souvent c'est des cotisations, l'ordre de grandeur du coût c'est aussi le centime d'euro. Bon, alors voici un tableau synthétique qui reprend les différentes composantes du coût de l'irrigation que j'ai évoqué. Bon, et ce qu'il faut regarder, c'est déjà le résultat final en fait. Donc là, pour un irrigant dans le système Nest, bon, donc son coût durable, c'est-à-dire le coût vraiment qui représente, qui prend en charge les frais de fonctionnement, le renouvellement des équipements, la provision de maintenance, on est entre 25 à 30 centimes d'euros le mètre cube. Alors là, c'est le coût moyen pour l'utilisation de l'irrigation, pour l'irrigation du maïs, l'irrigation des grandes cultures, les céréales, il y a un peu de soja. Bon, avec une consommation moyenne de 1500 mètres cubes à l'hectare. Les années de pointe, on va dépasser 2000 mètres cubes à l'hectare. Les années les plus sèches, 2000 à 2400 mètres cubes à l'hectare. Bon, voilà. Alors, la différence par rapport au coût complet. En fait, je n'ai pas voulu utiliser le terme coût complet par rapport à l'aspect prise en compte du coût environnemental. Parce que pour avoir déjà fait cette présentation dans d'autres instances, c'est vrai que les défenseurs de l'environnement ont tendance à considérer que dans notre approche économique, on n'isole pas forcément correctement le coût pour l'environnement, bien qu'il y ait quand même la redevance de l'agence de l'eau qui soit considérée. Donc, voilà. Donc j'ai préféré utiliser le terme coût durable, qui doit être la différence par rapport au coût complet, c'est qu'il faudrait bien vérifier qu'on ait bien pris en compte notamment le coût environnemental. Bon, alors je vais aller très vite. Bon, ouvrages de réalimentation. Alors, il faut savoir que ces ouvrages, dans la mesure où c'est des barrages multi-usages, où ils peuvent servir à la salubrité, à l'irrigation, ils sont financés par de l'argent public. Ça peut être jusqu'à ce cas-là en totalité, avec une répartition entre les financeurs qui dépendent de l'usage. Par exemple, l'agence de l'eau va financer au prorata du volume qui va servir à soutenir l'étiage. Souvent, c'est 50%, par exemple. On fait un barrage 50% pour soutenir l'étiage, 50% pour l'irrigation. Les aménagements collectifs pour l'irrigation, ils peuvent être soutenus par les aides publiques. Alors ça dépend vraiment des orientations de la politique publique nationale et européenne. Historiquement, on a eu des taux d'aide qui ont pu varier de 60 à 80%. Donc les irrigants contribuent quand même en partie à l'autofinancement de ces projets. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos bassins, il n'y a plus de politique de développement de l'irrigation. On considère qu'on est plutôt dans une phase où on veut rechercher les équilibres entre les prélèvements et la ressource. Et donc, il n'y a pas vraiment de politique de développement de l'irrigation. Bon, et les projets privés d'irrigation peuvent être, soit il n'y a aucune aide, soit il peut y avoir des aides. Par exemple, le département de la Haute-Garonne, le Conseil général, donne une aide aux agriculteurs pour tous les investissements, y compris les investissements d'irrigation. Donc il peut y avoir une aide pour cela.
Alors, réseau d'équipement d'irrigation. Alors, dans le cas des aménagements collectifs, ils peuvent être éligibles aux aides publiques. Hein. Là aussi, c'est des taux variables de 60 à 80%. Hein. Donc, même chose pour que précédemment, les projets privés d'irrigation, eux, sont pas du tout subventionnés, ou exceptionnellement, bon, mais dans ce cas-là, à des taux relativement faibles. Bon, et la gestion du système, donc là, on est sur des prestations de services qui sont, je dirais, facturées directement à l'usager par les différents prestataires. Bon, gestion de la demande. Aujourd'hui, c'est la CACG. Demain, se met en place dans tous les bassins des organismes uniques qui vont gérer les prélèvements pour le monde agricole et qui vont aussi donc, proposer un service avec une redevance. Bon, la redevance agence de l'eau, police des eaux de l'État, bon, cotisation syndicale. Donc prise en charge, là aussi c'est les irrigants, sauf la police des eaux, hein, qui elle, je dirais, c'est le service de l'État, donc c'est les contribuables qui la prennent en charge. Bon, donc là j'ai presque fini, juste deux diapositives, une pour parler des évolutions récentes. Première révolution qui est très préoccupante pour l'irrigation, là on est dans une réalité internationale, mais surtout française, bon, c'est-à-dire l'augmentation du prix de l'énergie. L'augmentation du prix de l'énergie, bon, de façon générale, si on le considère à l'échelle internationale, bon, donc d'abord à l'échelle internationale, le prix de l'énergie augmente, mais sur un siècle, on va constater qu'il y a une relation étroite entre le prix de l'énergie, le prix du pétrole par exemple, et le prix des produits alimentaires. Tout simplement parce que les produits alimentaires, c'est de l'énergie. Que ce soit les oléagineux, que ce soit les céréales comme le maïs ou la canne à sucre, c'est utilisé dans beaucoup de pays comme source d'énergie. Donc on a une relation prix alimentaire, prix du pétrole. Par contre, en France, on est confronté à une difficulté particulière, c'est le prix de l'électricité. Prix de l'électricité qui est encadré par l'État. On a bénéficié d'un prix favorable du fait de la politique énergétique avec le nucléaire. Et actuellement, on est dans une période d'alignement du prix de l'électricité sur les prix du marché européen. Et donc on voit qu'on a déjà un prix qui a doublé entre 2004 et 2012. Et EDF nous annonce une perspective de modification de tarifs qui pourrait se traduire encore par un doublement du tarif. Hein, donc voilà. Bon. Ensuite, réduction de l'aide publique pour le développement de l'irrigation. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte où on veut soutenir le développement de l'irrigation, au moins en France. Bon, sachez qu'il y a des projets quand même qui se réalisent dans l'Ouest, qu'on appelle des réserves de substitution, où là, il s'agit pour un enjeu environnemental, de réduire les prélèvements d'irrigation en été en créant des réserves qui vont être remplies en hiver. Donc ça, par contre, c'est des projets qui sont soutenus par des crédits publics, mais pour réduire la pression de prélèvement en été. Bon, en conclusion, bon, on se souviendra que quand on aborde des problèmes de coûts de l'irrigation, eh bien, en fait, on est dans des grandes variabilités de coûts qu'il faut essayer de l'aborder, par exemple, à partir de situations types, hein, en essayant de caractériser les conditions d'accès et le système de production agricole. Et puis, bon, ça a été aussi souligné dans l'introduction, on ne peut pas dissocier l'analyse, je dirais, des coûts sans se poser la question de la valorisation derrière. Il y a un lien étroit entre les deux, et de même que les coûts d'un système peuvent évoluer parce que les irrigants peuvent décider de modifier leur mise en valeur agricole. Voilà.